l'odeur de café brûlé remplissait la petite salle de pause de Randolph Manufacturing, une entreprise de pièces industrielles de taille moyenne qui était l'épine dorsale de Millbrook, en Pennsylvanie, depuis 3 générations. Derek Mackenzie était assis seul à une table en formica ébréchée, ses mains calleuses enroulées autour d'un gobelet en polystyrène pendant qu'il écoutait son beau-frère, Rex Randolph, tenir court près des distributeurs automatiques. « C'est ce que je dis », annonçait Rex à son cousin Marshall et à 2 magasiniers. Victoria devait être désespérée quand elle l'a épousé. Un genre d'homme à tout faire qui a du mal à se payer les réparations de son propre camion. Marshall renifla de mépris. Au moins, il fait profil bas. Ce n'est pas comme s'il pouvait trouver un vrai travail ailleurs. Derek prit une autre gorgée, le visage neutre. À 42 ans, il avait appris à laisser glisser les commentaires sur lui comme la pluie sur une bâche. Son visage buriné et ses vêtements usés par le travail racontaient une histoire soigneusement construite, une histoire qu'il racontait depuis 15 ans. La vérité était considérablement différente. Il avait fondé Randolph Manufacturing 20 ans plus tôt sous le couvert d'une société écran, la faisant passer d'une opération de garage à une entreprise florissante de 200 employés. Lorsqu'il avait rencontré Victoria Randolph lors d'une conférence de fournisseurs, il avait été immédiatement attiré par son intelligence et sa chaleur. Mais il avait aussi vu les signes avant-coureurs, la façon dont sa famille parlait de l'argent, du statut social, et des personnes qu'il considérait comme inférieures. Alors, Derek avait fait un choix. Il avait caché sa propriété derrière des couches de structures corporatives, s'était versé un modeste salaire d'homme à tout faire dans les livres de l'entreprise, et avait vécu simplement. Il voulait voir si Victoria l'aimait lui, l'aimait vraiment, ou si elle aimait ce qu'il pouvait lui offrir. Il s'est avéré qu'elle l'aimait. Sa famille, cependant, l'avait traité comme un cas social particulièrement malchanceux pendant les 14 dernières années. Papa. Katie Mackenzie, 10 ans, apparut dans l'embrasure de la porte, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. Ses boucles brunes, si semblables à celles de sa mère, encadraient un visage excité. « Maman a dit que je pouvais venir voir ton atelier. » L'expression de Derek se transforma, une chaleur sincère inondant ses traits. « Et, ma puce. Tu as déjà fini tes devoirs? Ouais. Tu peux me remontrer comment réparer la boîte à musique? Katie. » Victoria apparut derrière leur fille. Belle mais fatiguée dans sa tenue d'assistante de direction. Elle travaillait dans les bureaux de l'entreprise, un poste que son père, Théodore, avait exigé lorsque Derek et Victoria s'étaient mariés. « Ne dérange pas ton père au travail. » « Elle n'est jamais un dérangement, dit Derek en se levant. Il mesurait un m88, taillé comme quelqu'un qui avait passé des années à faire un véritable travail manuel, ce qui était le cas. D'abord pour bâtir son entreprise, puis pour maintenir sa couverture. « Viens, ma puce. Allons regarder cette boîte à musique. » Alors qu'il partait, Derek entendit Rex marmonner, « Au moins, c'est un père décent », et la réponse de Marshall, « La barre n'est pas très haute. » L'atelier était le sanctuaire de Derek, un coin de l'entrepôt où il gardait ses outils et s'occupait des réparations. C'était aussi là qu'il gardait une armoire verrouillée contenant un ordinateur portable dont aucun membre de la famille Randolph ne soupçonnait l'existence. Sur cet ordinateur se trouvaient les vrais livres de compte, les vrais documents de propriété, le vrai pouvoir. Katie bavardait de sa journée pendant que Derek lui montrait les minuscules mécanismes de la boîte à musique cassée de sa grand-mère. Pas Marian Randolph. La mère de Derek était morte quand il avait 17 ans. Cet objet avait été le sien, l'une des rares choses qu'il avait gardées. Grand-père Théodore dit que tu ne gagnes pas assez d'argent pour m'acheter de beaux cadeaux de Noël, dit soudainement Katie, ses petits doigts s'immobilisant sur les engrenages de la boîte à musique. La mâchoire de Derek se contracta. Ah bon? Je lui ai dit que je me fichais des trucs chers. J'aime ce que tu me fabriques. Elle le regarda avec ses grands yeux bruns sérieux. Mais il a dit que je devrais vouloir mieux. Que maman mérite mieux, aussi. Ta maman m'a choisi, Katie, et je l'ai choisi. C'est ça qui compte. Derek garda une voix douce, mais à l'intérieur, quelque chose de froid et de dur était en train de se calcifier. Théodore Randolph avait toujours été le pire d'entre eux. Impérieux, cruel de manière subtile. Convaincu que son vieil argent de Pennsylvanie le rendait supérieur aux travailleurs. Ce soir-là, Derek conduisit son Ford F-150 délibérément cabossé jusqu'à la modeste maison de 3 chambres qu'il louait à une société immobilière que Derek possédait secrètement. Victoria était plus silencieuse que d'habitude pendant qu'elle préparait le dîner.
Papa m'a encore coincé aujourd'hui, finit-elle par dire, coupant les légumes avec plus de force que nécessaire. Il veut qu'on emménage chez eux. Il dit qu'on ne peut pas se permettre les frais de scolarité de Cathy, que tu ne subviens pas correctement à nos besoins. Derek se plaça derrière elle, lui prenant doucement le couteau. Vic, regarde-moi. Elle se tourna et il vit la frustration dans ses yeux. Je sais qu'on s'en sort bien, Derek. Je sais que tu travailles dur, mais il ne veut pas lâcher l'affaire. Aucun d'entre eux ne le fera. Et maintenant, ils disent des choses à Cathy. Quelle chose? Qu'elle devrait avoir honte. Que son père est un cas social. La voix de Victoria se brisa. Rex lui a dit lors du dîner de famille de la semaine dernière qu'elle n'irait jamais dans une bonne université parce qu'on ne peut pas se le permettre. Derek avait enduré 14 ans de manque de respect. Il les avait laissés se moquer de son camion, de ses vêtements, de son travail. Il avait souri pendant les leçons de morale de Théodore sur les responsabilités et les blagues de Marshall sur le fait qu'il était le mari à retaper de Victoria. Il l'avait fait parce que Victoria lui avait demandé de maintenir la paix, parce que préserver sa couverture l'exigeait. Mais sans prendre à Cathy dépasser les limites. Il est peut-être temps qu'on passe moins de temps avec ta famille, suggéra prudemment Derek. Victoria secoua la tête. Noël est dans 2 semaines. Tu sais comment maman réagit si on rate Noël. Et Cathy adore voir ses cousins. Derek connaissait bien le rassemblement de Noël. Chaque année, Théodore et Marion recevaient dans leur vaste domaine de Millbrook Heights, l'enclave riche surplombant la ville. Chaque année, le clan étendu des Randolph y descendait. Le frère de Théodore, Walter, et sa famille, la sœur de Marion, Karen Barnes, et sa progéniture, tous les cousins et leurs conjoints qui occupaient divers postes à l'usine de fabrication. 47 Randolph et leurs conjoints étaient sur la liste de paie de Derek, bien qu'aucun d'eux ne le sût. Théodore avait négocié leur poste au fil des ans, traitant l'entreprise comme une agence pour l'emploi familial. Derek l'avait permis, curieux de voir jusqu'où allait leur sentiment de supériorité et d'ayant droit. Assez loin, il s'est avéré. Le lendemain matin, Derek arriva au travail 1 heure plus tôt, déverrouilla l'armoire de son atelier et alluma son ordinateur portable, passant en revue les organigrammes. Théodore Randolph, directeur de l'usine, $120 000 de salaire. Marion Randolph, directrice des ressources humaines, $95 000. Rex Randolph, directeur des ventes, $115 000. Marshall Randolph, responsable logistique, $98 000. Et ainsi de suite. La sœur de Victoria, Karen, dirigeait le contrôle qualité. Le cousin Walter Jr. gérait l'informatique. La liste s'allongeait. Superviseurs, chefs d'équipe, personnel administratif, tous des Randolph, tous convaincus d'avoir mérité leur poste grâce à leurs compétences et à l'héritage familial. Aucun d'eux ne savait que le nom original de l'entreprise avait été Mackenzie Industrial Solutions. Derek l'avait changé après avoir rencontré Victoria. Une décision calculée pour instaurer la confiance avec Théodore Randolph, qui cherchait des investisseurs pour une entreprise de fabrication en faillite. Derek avait racheté l'opération, l'avait rebaptisée, et avait donné le poste de directeur d'usine à Théodore. Théodore pensait avoir négocié un bon accord pour sa famille. Il n'avait aucune idée qu'il travaillait pour son futur gendre. Derek passa 2 heures à examiner les dossiers du personnel, les indicateurs de performance et les finances de l'entreprise. Son assistante de direction, une femme brillante nommée Grace Bradshaw, qui travaillait à distance depuis Philadelphie et était l'une des rares personnes à connaître la véritable position de Derek, avait signalé plusieurs problèmes. Les décisions logistiques de Marshall avaient coûté $200 000 à l'entreprise au cours du dernier trimestre à cause de mauvaises négociations avec les fournisseurs. Les chiffres de vente de Rex étaient gonflés par des contrats fantômes. Karen avait ignoré 3 plaintes pour harcèlement sexuel au contrôle qualité. Théodore lui-même bloquait les améliorations de sécurité proposées par Derek, affirmant qu'elles étaient trop coûteuses. Derek compila le tout dans un dossier intitulé Motif de licenciement. Son téléphone vibra. Victoria. Papa veut qu'on vienne dîner ce soir. Il dit que c'est important. Derek savait ce que c'était. Le discours annuel de pré-Noël de Théodore expliquant que Derek devait travailler plus dur, faire mieux, subvenir davantage aux besoins. Le vieil homme le faisait chaque année, généralement devant toute la famille. J'y serai, répondit Derek par texto. Le domaine des Randolph était tout ce que la maison de Derek n'était pas. Vaste,
ostentatoire, rempli de meubles hors de prix que personne n'avait le droit de toucher. Théodore tenait court dans son bureau, une pièce conçue pour intimider avec ses boiseries sombres et son mur de prix d'excellence en affaires. Des prix pour avoir dirigé une entreprise qu'il ne possédait pas. Derek, assieds-toi. Théodore ne leva pas les yeux de son bureau. À 68 ans, il avait toujours une silhouette imposante, grand, les cheveux argentés, avec ce genre de prestance qui vient de décennies d'autorité incontestée. Derek s'assit. Victoria se tenait à côté de lui, tendue. J'ai passé en revue les finances de la famille, commença Théodore en brassant des papiers. Victoria, tu gagnes 42 000 $ comme assistante de direction. Respectable. Derek, tu ramènes quoi? 38 000 $ comme homme à tout faire. Environ, oui, dit doucement Derek. Pathétique. Théodore leva enfin les yeux, son regard bleu pâle glacial. Ma fille porte cette famille financièrement depuis 14 ans. Ma petite fille grandit dans une maison de location et tu te contentes de te laisser porter en réparant des toilettes et en changeant des ampoules. Papa, commença Victoria. Je n'ai pas terminé. Théodore se leva, se déplaçant vers la fenêtre qui donnait sur son parc parfaitement entretenu. L'équipe de nettoyage. Derek connaissait le poste. Il l'avait supprimé il y a 6 mois au profit d'un contrat avec une société de nettoyage qui faisait économiser de l'argent à l'entreprise et traitait mieux les travailleurs. Mais Théodore, qui n'avait jamais réellement consulté les vrais livres de compte, l'ignorait. Ce poste n'existe plus, dit calmement Derek. Le cou de Théodore rougit. Pardon? Le poste de responsable du nettoyage a été supprimé en juillet. L'entreprise est passée à des services sous contrat. Je dirige cette usine. Je pense que je le saurais. Tu gères les opérations quotidiennes, l'interrompit Derek, la voix toujours calme. Tu ne contrôles pas les décisions structurelles. La pièce devint très silencieuse. La main de Victoria trouva l'épaule de Derek, la pressant en guise d'avertissement. Mais Derek était fatigué. Fatigué de cette mascarade. Fatigué des brimades de Théodore. Fatigué de regarder sa fille subir leur mépris. Le visage de Théodore passa du rouge au violet. Espèce d'insolent. Comment oses-tu me remettre en question dans ma propre maison? Je t'ai donné un travail. Donné? Tu ne m'as rien donné, dit Derek en se levant. Il avait 10 centimètres de plus que Théodore et pesait 18 kilos de plus. Je travaille pour mon salaire. Ça a toujours été le cas. Sors. La voix de Théodore était basse. Dangereuse. Sors de ma maison. Derek, s'il te plaît, murmura Victoria, mais Marian apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pincé de désapprobation. Théodore, la famille se rassemble dans la salle à manger. Nous devons discuter de l'organisation de Noël. Derek était sur le point de partir, dit froidement Théodore. Derek regarda Victoria. Elle était prise entre deux, déchirée comme elle l'était depuis 14 ans. Il vit la supplication dans ses yeux. Ne rends pas les choses pires. Ne m'oblige pas à choisir. Il lui embrassa le front. On se voit à la maison. En traversant le domaine des Randolph, il passa devant la famille réunie dans la salle à manger. Rex lui lança un sourire en coin. Marshall murmura quelque chose au cousin Walter Jr. Karen Barnes ne leva même pas les yeux de son téléphone. Dans l'allée, Derek resta assis dans son camion pendant un long moment. À travers les fenêtres éclairées, il pouvait tous les voir se rassembler autour de la table du dîner. La famille Randolph, sûre de ses positions, de son argent, de sa certitude de mériter tout ce qu'elle avait. Il sortit son téléphone et appela Grace Bradshaw. « J'ai besoin que vous prépariez des dossiers de licenciement, dit-il lorsqu'elle décrocha. 47. Incluez toute la documentation pour motifs réels et sérieux pour les cadres supérieurs. Seulement les indemnités de départ standard là où la loi l'exige. Qu'il soit prêt à être posté pour le 27 décembre. Grace garda le silence un instant. Vous êtes sûr? Ils viennent encore de me jeter dehors et ils empoisonnent ma fille contre moi. La voix de Derek était dure. J'en ai fini de les protéger contre eux-mêmes. J'aurai tout prêt, dit Grace. Derek, pour ce que ça vaut, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Derek rentra chez lui dans sa modeste location, passant devant les meubles d'occasion et les décorations bon marché qui faisaient tous partie de son déguisement minutieux. Dans le placard de sa chambre,
derrière les chaussures de sécurité et les ceintures à outils, se trouvait un coffre-fort. À l'intérieur de ce coffre se trouvaient les documents qui mettraient fin à l'existence confortable de la famille Randolph. Déclaration de société, documents de propriété, relevés bancaires montrant les sociétés écrans et les holdings qui faisaient de Derek McKenzie le propriétaire unique de Randolph Manufacturing. Également dans ce coffre, il y avait un dossier étiqueté après. À l'intérieur se trouvaient les relevés du fonds d'études pour Cathy, $150 000 et en augmentation, les actes de propriété de la maison qu'il louait et de 4 autres à Millbrook, des portefeuilles d'investissement. Un fonds de fiducie qui garderait Victoria à l'abri du besoin pour le reste de sa vie. Derek avait passé 14 ans à se faire traiter de raté, de cas social, de boulet pour sa femme. Il l'avait enduré parce que Victoria le lui avait demandé, parce qu'il avait voulu donner à sa famille une chance de voir au-delà de leur propre arrogance. Ils avaient échoué à ce test, mais plus important encore, ils avaient commencé à faire du mal à Cathy. Cela changeait tout. Il sortit son téléphone et commença à prendre des notes. Les lettres de licenciement étaient la première étape. Mais Derek allait s'assurer que la famille Randolph comprenne exactement ce qu'elle avait perdu et exactement de qui elle s'était moquée toutes ces années. La vengeance ne consistait pas seulement à les détruire. Il s'agissait de leur montrer la vérité. Et la vérité allait faire bien plus mal que n'importe quelle lettre de licenciement. La veille de Noël arriva, la neige tombant sur Millbrook, transformant la ville industrielle en un décor de cartes postales. Derek passa la matinée dans son atelier, prétendument pour réparer un chariot élévateur en panne, mais en réalité pour finaliser ses plans avec Grace via des messages cryptés sur son ordinateur portable. Les dossiers de licenciement sont prêts, confirma TL. Le service juridique a tout vérifié. Les licenciements pour faute sont inattaquables. Nous avons de la documentation remontant à des années. Les autres recevront les indemnités de séparation standard selon leur contrat. Et pour le timing, les lettres seront remises le 27 décembre par courrier recommandé et par email. Tous les badges d'accès seront désactivés à 17h le 26. Derek hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Et pour l'usine elle-même ? Nous avons identifié des candidats externes pour les postes de direction clés. Ils peuvent commencer en janvier. L'équipe de transition est prête. Honnêtement, Derek, l'entreprise tournera mieux sans ses poids morts. C'était l'amère vérité. Derek avait essayé pendant des années d'améliorer les normes de sécurité, de mettre à jour les équipements, d'investir dans la formation des employés. Théodore avait tout bloqué, convaincu que les anciennes méthodes suffisaient. Rex gonflait ses chiffres de vente depuis si longtemps que la véritable satisfaction client était au plus bas. Les échecs logistiques de Marshall leur avaient coûté 3 contrats majeurs. La famille Randolph tuait lentement une entreprise qu'ils ne savaient même pas qu'ils ne possédaient pas. Bon travail, Grace. Prenez la semaine après que ça aura éclaté. Vous l'avez mérité. Je ne raterai ça pour rien au monde, dit-elle. Oh, et Derek, joyeux Noël. Il sourit malgré lui. Joyeux Noël, Grace. Ce soir-là, Victoria rentra de ses achats de dernière minute, l'air stressé. Cathy avait passé l'après-midi avec Marian, l'aidant à préparer des biscuits pour la réunion du lendemain. Une tradition dont Derek savait qu'elle n'était en réalité qu'un moyen pour Marian de se vanter de sa cuisine et d'instruire Cathy sur la façon d'être une parfaite maîtresse de maison. Papa a appelé, dit Victoria en posant ses sacs de course. Il veut s'excuser. Derek leva les yeux de l'endroit où il emballait les cadeaux de Cathy. Une magnifique maison de poupée qu'il avait construite lui-même dans son atelier, avec des meubles faits à la main. Ah oui? Il a dit qu'il avait été dur l'autre soir, qu'il sait que tu fais de ton mieux. La voix de Victoria était soigneusement neutre. Il veut qu'on vienne demain. Il veut que Cathy passe un bon Noël. Derek continua d'emballer, ses gestes précis. Qu'est-ce que tu veux, Vic? Elle s'assit en face de lui, et il vit à quel point elle avait l'air fatiguée. Fatiguée d'être prise entre deux feux, fatiguée de le défendre auprès de sa famille, fatiguée de toute cette situation. Je veux que ma famille respecte mon mari. Je veux que Cathy grandisse en connaissant les deux côtés de sa famille. Je veux, elle laissa sa phrase en suspens. Je veux que les choses soient plus faciles. Elles peuvent l'être, dit calmement Derek. Après-demain. Quelque chose dans son ton la fit le regarder brusquement. Derek, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fini d'être leur souffre-douleur. Il croisa son regard.
J'ai fini de les laisser faire honte à Cathy à cause de moi. J'ai fini de faire semblant que leur cruauté est acceptable parce qu'ils sont de la famille. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien demain. Demain c'est Noël. On ira. On fêtera. Et je sourirai quoi qu'ils disent. La voix de Derek était posée, calme. Mais après-demain, les choses vont changer. Victoria étudia son visage. L'étudia vraiment. Et Derek vit le moment où elle y reconnut quelque chose de nouveau. Quelque chose qui s'était accumulé pendant 14 ans. Tu me fais un peu peur. N'aie pas peur. Je ne vais faire de mal à personne. Il tendit la main et prit la sienne. Je vais juste arrêter de les protéger. De quoi? D'eux-mêmes. Elle voulait en demander plus. Il pouvait voir les questions dans ses yeux, mais Cathy fit irruption dans la pièce à ce moment-là, couverte de farine et de chocolat, bavardant sur les biscuits et comment grand-mère Marian disait qu'elle devenait une vraie jeune fille comme il faut. Derek prit sa fille dans ses bras, farine et tout, la faisant hurler de rire. Tu sais ce que font les vraies jeunes filles comme il faut? Quoi? Elles aident leur papa à finir d'emballer les cadeaux. Alors que Cathy plongeait dans le papier cadeau avec enthousiasme, à défaut d'adresse, Derek surprit Victoria qui les regardait. Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle savait que quelque chose se préparait, même si elle ne savait pas quoi. Le jour de Noël se leva, clair et froid. Le domaine des Randolph était transformé en un paradis hivernal, avec des décorations professionnelles couvrant chaque surface et un arbre massif dominant le hall d'entrée. Des voitures remplissaient l'allée circulaire. Des SUV hors de prix et des berlines de luxe dont Derek savait qu'ils étaient pour la plupart loués ou financés jusqu'à la limite. Les Randolph aimaient avoir l'air riches plus qu'ils n'aimaient être financièrement stables. Cathy courut devant pour rejoindre ses cousins, les 3 enfants de Marshall et les 2 de Karen. Derek et Victoria suivirent plus lentement. Derek portait les cadeaux qu'il avait fabriqués, une boîte à bijoux en bois pour Marian, un carnet en cuir repoussé à la main pour Théodore, des objets soigneusement conçus pour chaque membre de la famille. Derek, Victoria. Théodore se tenait dans l'embrasure de la porte, jouant le rôle du parfait hôte. Il s'était habillé pour l'occasion avec une veste d'intérieur bordeaux qui le faisait ressembler à un Rockefeller au rabais. Entrez, entrez. Cathy terrorise déjà les autres enfants. Merci, papa. Victoria lui embrassa la joue. Derek remarqua que Théodore ne lui tendit pas la main pour la lui serrer. À l'intérieur, la famille s'était rassemblée selon sa hiérarchie habituelle. Théodore et Marian tenaient court dans le salon. Rex et sa femme Whitney dominaient la conversation avec leur prochaine croisière. Payé, Derek le savait, avec un bonus que Rex s'était accordé sans autorisation. Marshall et sa femme Debbie discutaient des inscriptions de leur fils aîné dans une école privée. Karen Barnes se plaignait des travailleurs incompétents de son département de contrôle qualité. Derek s'installa dans un fauteuil dans un coin, accepta un gin tonic mal dosé de la part du cousin Walter Jr. Et observa. C'était un territoire familier, être présent mais invisible, reconnu mais pas inclus. Il avait perfectionné l'art d'être un meuble. Oncle Derek. Cathy apparut avec son cousin Toby, le plus jeune de Marshall. Tu peux réparer mon robot? Le bras s'est détaché. Derek examina le jouet coûteux, quelque chose que Marshall avait sans doute acheté pour faire de l'ombre au cadeau fait main de Derek. Facile à réparer. Tu as un petit tournevis, mon grand? Toby partit en courant en chercher un. Et Cathy resta près de Derek. Grand-père Théodore dit que tu vas avoir une promotion, murmura-t-elle. C'est vrai? Les yeux de Derek trouvèrent Théodore à l'autre bout de la pièce, pérorant sur les profits records de l'entreprise sous sa direction. Ah bon? Il me l'a dit pendant qu'on faisait les biscuits. Il a dit que peut-être on pourrait s'offrir une meilleure maison. Cathy baissa les yeux. J'aime bien notre maison. Moi aussi, ma puce. Rex apparut, un verre à la main, s'installant sur l'accoudoir du fauteuil de Derek sans y être invité. Eh, beau-frère. J'ai entendu dire que toi et papa aviez eu des mots l'autre soir. On a discuté. Papa est un homme dur, mais il est juste. Rex prit une longue gorgée. Il voit du potentiel en toi, Derek. Ce poste de concierge, c'est une vraie opportunité. C'est la voie vers la gestion. Derek sirota son gin. Ce poste n'existe pas. Le sourire de Rex faiblit.
Quoi? Le poste de responsable du nettoyage a été supprimé il y a 6 mois. L'entreprise est passée à un modèle de service sous contrat. C'est. Rex avait l'air sincèrement confus. Papa ne prendrait pas cette décision sans me le dire. Je suis dans l'équipe de direction. Tu es le directeur des ventes, corrigea doucement Derek. Les décisions concernant les installations ne passeraient pas sur ton bureau. Le visage de Rex rougit. Il se leva brusquement, renversant un peu de son verre. Tu sais quel est ton problème, Derek? Tu te crois plus intelligent que tout le monde, mais tu n'es qu'un homme à tout faire. Tu répares des toilettes. Ma famille t'a donné un travail par charité, et tu ne peux même pas être reconnaissant. La conversation dans la pièce mourut. Tout le monde les regardait maintenant. Derek resta assis, calme. Je suis reconnaissant pour beaucoup de choses, Rex. Ma femme, ma fille, ma santé. Il fit une pause. Ta famille ne m'a rien donné que je n'ai pas gagné. Espèce d'arrogant. Rex. La voix de Théodore trancha dans la pièce comme une lame. Ça suffit. C'est Noël. Mais Rex était ivre et en colère, et Derek reconnut cette dangereuse combinaison. Non, papa. Il faut que quelqu'un le dise. Derek se laisse porter depuis 14 ans, vivant sur le revenu de Victoria, profitant de notre générosité. C'est un parasite. Victoria se leva, le visage livide. Rex, arrête. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai? Rex se tourna vers sa sœur. Réveille-toi, Vic. Tu aurais pu avoir tellement mieux. Au lieu de ça, tu as épousé un homme à tout faire faucher qui ne peut même pas. Derek se leva. Il n'éleva pas la voix, ne fit aucun mouvement menaçant. Il se leva simplement, de toute sa hauteur, 1m88, 97 kg, et regarda Rex. Rex recula d'un pas. Je pense, dit doucement Derek, que nous devrions partir. Cathy, prends ton manteau. Non. Marian apparut, la voix tranchante. Victoria, tu ne pars pas le jour de Noël. Nous sommes une famille. Alors commencez à agir comme tel, dit Derek. Théodore s'interposa entre eux, le visage foudroyant. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait exactement, Théodore? Le calme de Derek se fissura enfin, juste un peu. M'avoir donné un travail? Je travaille pour chaque centime. M'avoir accueilli dans la famille? Vous avez passé 14 ans à me traiter comme un serviteur. Avoir accepté ma fille? Vous lui faites avoir honte de son père. Parce que tu devrais avoir honte. Rugit Théodore. Tu as 42 ans, tu gagnes 38 000 $ par an. Tu vis dans une location. Tu conduis un camion qui tient avec de la rouille. Ma fille mérite mieux. Ma petite fille mérite mieux. Et je suis fatigué de faire semblant que tu es assez bien pour elle. La pièce était silencieuse. Cathy se tenait dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur son visage. Les mains de Victoria tremblaient. Derek regarda les Randolph rassemblés. 47 adultes, tous en train de regarder, tous silencieusement d'accord avec Théodore. Pas un seul d'entre eux ne prit la parole. Pas un seul ne prit sa défense. Viens, Cathy, dit-il doucement. On rentre à la maison. Si tu pars, dit froidement Marian, tu n'es plus le bienvenu ici. Nous avons fini de chercher des excuses pour toi, Derek Mackenzie. Nous avons fini d'encourager ta médiocrité. Si tu passes cette porte, tu quittes cette famille. Derek regarda Victoria. C'était le choix qu'il avait toujours su qu'il arriverait. Lui ou eux. Il vit l'agonie sur son visage, la position impossible dans laquelle il l'avait mise en gardant ses secrets pendant si longtemps. Je vais la ramener à la maison, murmura Victoria. J'ai besoin de réfléchir. Le cœur de Derek se brisa un peu, mais il comprit. D'accord. Il marcha vers Cathy, qui se jeta dans ses bras. Je me fiche de ce qu'ils disent, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma puce. Tellement. Il la porta vers la porte. Cathy reste ici. La voix de Théodore était plate. Définitive. Tu as assez empoisonné cette famille. Ma petite fille mérite de grandir avec de vraies valeurs, de vraies attentes.
Elle ne va pas vivre dans la pauvreté à cause de tes échecs. Derek s'arrêta. Cathy toujours dans ses bras, il se tourna très lentement. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu. Théodore fit un pas en avant. Cathy reste. Nous l'inscrirons en pensionnat après les vacances. Quelque part où elle pourra se développer correctement sans ton influence. Quelque chose de froid et de terrible se déploya dans la poitrine de Derek. Tu penses que tu peux prendre ma fille? Je pense que nous pouvons lui offrir une vie meilleure que celle que tu pourras jamais lui donner. Derek reposa Cathy doucement, puis entra directement dans l'espace personnel de Théodore. Le vieil homme était grand, mais Derek était plus grand, plus large, et plus jeune de 26 ans. Écoute-moi très attentivement, dit Derek, la voix douce et absolument mortelle. Ne menace plus jamais, au grand jamais, de prendre ma fille. Tu m'as compris? Théodore essaya de tenir bon, mais Derek vit la peur vaciller dans ses yeux. Sors de ma maison. Avec grand plaisir. Derek prit la main de Cathy. Victoria, nous partons maintenant. Mais Victoria pleurait, entourée de sa mère et de sa sœur. Et Derek réalisa avec un sentiment de malaise qu'elle ne venait pas. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. Derek, je suis désolé. J'ai besoin de temps. Derek regarda sa femme, la femme qu'il aimait depuis 15 ans, la femme pour qui il avait bâti un empire secret, et hocha la tête. D'accord, prends le temps dont tu as besoin. Il sortit du domaine des Randolph avec sa fille, laissant derrière lui 47 personnes qui pensaient avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Le lendemain de Noël, Derek se réveilla tôt dans une maison qui semblait soudainement trop silencieuse sans Victoria. Elle lui avait envoyé un texto tard dans la nuit pour lui dire qu'elle restait au domaine de ses parents, qu'elle avait besoin de réfléchir. Cathy dormait encore, épuisée d'avoir pleuré jusqu'à s'endormir. Derek prépara du café et ouvrit son ordinateur portable. Un email de Grace l'attendait, dossiers envoyés. Livraison confirmée pour aujourd'hui vers 14 heures. Bonne chance. Il passa la matinée avec Cathy à faire des crêpes et à regarder ses films préférés. Elle ne demanda pas où était sa mère. À 10 ans, elle apprenait que parfois, les adultes de sa vie la décevaient. Papa, demanda-t-elle pendant le deuxième film. Est-ce que toi et maman allaient divorcer? Derek la serra contre lui. Je ne sais pas, ma chérie. J'espère que non. Mais quoi qu'il arrive, tu dois savoir que ta maman et moi t'aimons plus que tout. Grand-père Théodore a dit que tu n'étais pas assez bien pour nous. Je sais qu'il l'a dit. Il a tort. Cathy leva les yeux vers Derek avec ses grands yeux bruns sérieux. Tu es le meilleur papa du monde. La gorge de Derek se serra. Merci, ma puce. Ça représente tout pour moi. À 13h47, son téléphone se mit à vibrer. Et il ne s'arrêta plus. Le premier appel était de Rex. Derek le laissa aller sur la messagerie. Le deuxième était de Marshall, messagerie. Le troisième était de Théodore, messagerie. À 14h15, il avait 23 appels manqués et ça continuait. Les messages vocaux étaient tous des variations du même thème, confusion, colère, exigence qu'il rappelle immédiatement. À 14h30, Victoria appela. Derek décrocha. Salut. Derek. Sa voix tremblait. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça? Mon père vient de recevoir une lettre de licenciement. Pareil pour Rex, Marshall et ma mère. Derek, qu'est-ce qui se passe, bordel? Je ferais mieux d'expliquer ça en personne, dit calmement Derek. Tu es toujours chez tes parents. Toute la famille est là. Tout le monde a reçu des lettres. Derek, ils disent. Elle baissa la voix. Ils disent qu'ils sont tous renvoyés de Randolph Manufacturing. Tous les 47. 47 exactement, confirma Derek. Je peux passer? V. Victoria émit un son entre le rire et le sanglot. Oui, tu dois venir tout de suite. Derek confia Cathy à une voisine, une gentille veuve nommée Madame Peterson que Cathy adorait, et conduisit jusqu'au domaine des Randolph. L'allée circulaire était remplie de voitures. À travers les fenêtres, il pouvait voir des gens rassemblés dans le salon, brandissant des papiers, criant. Théodore ouvrit la porte, le visage violet de rage.
Espèce de petit con arrogant. Qu'est-ce que tu as fait? J'aimerais entrer, dit poliment Derek. Tu vas m'expliquer ici même quel genre de blague malsaine c'est. Ce n'est pas une blague, Théodore. Derek sortit son téléphone, ouvrit un PDF et le montra au vieil homme. C'est les affaires. Théodore fixa l'écran, les documents d'enregistrement de l'entreprise montrant Mackenzie Holdings LLC comme propriétaire unique de Randolph Manufacturing, avec Derek Mackenzie répertorié comme PDG et président. C'est un faux. Contrefait. Tu ne peux pas. C'est réel. J'ai racheté l'entreprise il y a 20 ans quand elle faisait faillite. Je l'ai rebaptisée, je l'ai développée, et j'en suis le propriétaire depuis. La voix de Derek était posée, factuelle. Chaque salaire que vous avez reçu ces 14 dernières années venait de moi. La bouche de Théodore s'ouvrit et se ferma. Aucun son ne sortit. Derek passa devant lui pour entrer dans la maison. Le salon tomba dans le silence à son entrée. 47 visages se tournèrent vers lui, certains en colère, d'autres confus, certains commençant à montrer les premiers signes de compréhension. Victoria se tenait près de la cheminée, une lettre de licenciement serrée dans sa main. Derek croisa son regard et y vit la trahison, la confusion. « Vous avez tous reçu des lettres aujourd'hui » commença Derek, sa voix portant à travers la pièce. « Des avis de licenciement effectifs au 1er janvier. Je veux expliquer pourquoi. »« Tu n'as pas l'autorité » commença Rex. « J'ai toute l'autorité. » Derek sortit à nouveau son téléphone, le connecta au téléviseur de Théodore via Bluetooth et afficha les documents corporatifs. Mackenzie Holdings possède Randolph Manufacturing. Je suis Mackenzie Holdings. Chacun d'entre vous travaille pour moi, et travaille pour moi depuis des années. Les documents s'affichèrent sur l'écran de 177 cm. Statut constitutif, certificat d'action, déclaration fiscale, relevé bancaire. Une preuve irréfutable. Marian s'effondra sur une chaise. C'est impossible. C'est absolument possible. Et voici pourquoi vous êtes tous renvoyés. Derek changea l'affichage pour un tableur. Théodore, tu as bloqué 3,2 millions de dollars d'amélioration de sécurité au cours des 5 dernières années. Nous avons eu 4 violations de l'OSHA, santé et sécurité au travail, à cause de cela. Rex, tes contrats de vente fantôme nous ont coûté de vraies relations clients. Marshall, tes échecs logistiques nous ont fait perdre un argent monstre. Karen, tu as ignoré des cas de harcèlement documentés dans ton département. Il fit défiler les données, regardant les visages pâlir à mesure que les preuves s'accumulaient. Maman, la voix de Victoria était toute petite. Est-ce que c'est vrai? Marian ne put soutenir le regard de sa fille. Derek continua, implacable maintenant. Les cadres supérieurs sont licenciés pour motifs graves et sérieux. Aucune indemnité de départ au-delà de ce qui est légalement exigé. Tous les autres recevront des indemnités de séparation standard. L'usine continuera de fonctionner avec une nouvelle direction. Les 153 employés qui ne sont pas des Randolph garderont leur emploi et obtiendront les améliorations de sécurité et la formation qu'ils méritent. Espèce de salaud, murmura Théodore. Tu nous as menti. À Victoria. Tu nous as laissé croire. Je vous ai laissé me montrer qui vous étiez vraiment, l'interrompit Derek. Je vous ai donné 14 ans pour me traiter avec la décence humaine la plus basique. Pour traiter le mari de votre fille avec respect. Pour traiter le père de votre petite fille avec gentillesse. Sa voix se durcit. Vous avez échoué, encore et encore. Tu as échoué, Derek. Victoria s'avança vers lui, le visage masquant des émotions conflictuelles. Tu m'as menti à moi aussi. Pendant 15 ans, tu as menti. C'est vrai, admit-il. Je voulais savoir si tu m'aimais pour moi. Il s'avère que oui. Mais je voulais aussi voir si ta famille pourrait un jour accepter quelqu'un qu'ils considéraient comme inférieur. Il regarda autour de la pièce. Ils n'ont pas pu. Alors c'est une vengeance. La voix de Rex était haineuse. Tu détruis la vie de 47 personnes parce qu'on a froissé tes sentiments. Je me sépare de 47 personnes qui endommagent une entreprise tout en encaissant des salaires qu'ils n'ont pas mérités, corrigea Derek. Et je protège ma fille de personnes qui ont essayé de la monter contre son père, qui ont menacé de me l'enlever. Théodore se jeta sur lui. À 68 ans, le vieil homme ne faisait pas le poids face à Derek,
qui lui attrapa simplement les bras et le maintint jusqu'à ce que Théodore cesse de se débattre. « Vous êtes fini, dit doucement Derek. Et moi ?» La voix de Victoria trancha dans le chaos. « Tu m'as renvoyé aussi ?» Derek regarda sa femme et sentit son cœur se briser un peu plus. « Non. Toi, tu as réellement mérité ton poste. Tu es doué dans ton travail. Tu n'as jamais maltraité personne. Ceci ne te concerne pas, Vic. Ça me concerne absolument. Tu m'as utilisé. Tu as utilisé le nom de ma famille. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Le nom des Randolph était en faillite quand je l'ai acheté. Je lui ai donné de la valeur. Je vous ai tous donné des emplois que vous ne méritiez pas, et je vous ai gardé employé pendant des années pendant que vous vous moquiez de moi, me rabaissiez et essayiez d'empoisonner ma fille contre moi. Le calme de Derek finissait par se fissurer. Je les ai protégés. Je leur ai donné toutes les chances. Et hier, ils m'ont dit que je n'étais pas assez bien pour ma propre fille. La pièce était silencieuse. Vous pensiez tous que j'étais un raté, continua Derek, la voix rauque. Un homme à tout faire faucher qui avait eu de la chance avec Victoria. Vous avez fait des blagues. Vous m'avez offert la charité. Vous avez essayé de me séparer de ma fille. Alors oui, Victoria, c'est une vengeance, mais c'est aussi la justice. Elle se tourna pour leur faire face à tous une dernière fois. Vous avez jusqu'au 1er janvier pour vider vos bureaux. Les badges de sécurité seront désactivés. Ensuite, toute propriété de l'entreprise devra être restituée. Si vous avez des questions sur vos indemnités ou votre assurance maladie, contactez les RH. Le vrai département des RH à Philadelphie, pas le bureau de Marian. Derek marcha vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et Théodore. Ce domaine dont tu es si fier. Celui dont tu te vantais d'avoir payé l'hypothèque. C'est moi qui détiens ce crédit à travers l'une de mes sociétés d'investissement. Tu as 90 jours pour refinancer, sinon je saisis la maison. Le visage de Théodore devint blanc. Tu n'oserais pas. Regarde-moi faire. Derek sortit dans le froid de l'après-midi de décembre. Derrière lui, la famille Randolph explosait en cris, en pleurs, en chaos. Ils venaient de détruire leur monde avec quelques coups de téléphone et quelques lettres recommandées. Il aurait dû se sentir satisfait, vengé. Au lieu de cela, il se sentait vide parce que Victoria ne l'avait pas suivi dehors, et il ne savait pas si elle le ferait un jour. Les 3 jours suivants furent un flou d'appels téléphoniques, de menaces légales et de silence de la part de Victoria. Derek se concentra sur Cathy, l'occupant et la protégeant des retombées. Le réseau de voisinage dans leur modeste quartier de Millbrook se rallia autour d'eux. Madame Peterson, les Johnson en bas de la rue, la famille Torres qui vivait au-dessus d'eux, des gens de la classe ouvrière qui avaient toujours traité Derek avec respect. Le 4e jour, Victoria rentra à la maison. Elle avait l'air épuisée, des cernes sombres sous les yeux, ses vêtements froissés. Derek préparait le déjeuner quand elle entra. Cathy courut vers elle et Victoria serra sa fille fort pendant un long moment. « On peut parler ?» demanda doucement Victoria. Derek hocha la tête. « Cathy, pourquoi n'irais-tu pas un peu dans ta chambre ?» Cathy regarda ses parents, l'inquiétude lisible sur son jeune visage, mais elle y alla. Victoria s'assit à leur table de cuisine, la même table d'occasion rayée à laquelle Derek s'asseyait depuis des années. Mon père a essayé de se suicider. L'estomac de Derek se noua. Quoi? Des pilules. Maman l'a trouvé hier. Il est à l'hôpital, stable maintenant. Elle leva les yeux vers Derek avec des yeux rougis. Il a laissé un mot. Disant qu'il avait tout détruit. Qu'il avait laissé tomber la famille. Vic, je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu. Je sais. Elle leva la main. J'ai passé les 4 derniers jours à écouter ma famille. À vraiment écouter. Tu sais ce que j'ai entendu? Derek attendit. Sentiment d'avoir tous les droits. Blâme. Apitoiement. La voix de Victoria sonnait creux. Pas une seule fois quelqu'un n'a pris ses responsabilités. Pas mon père pour avoir bloqué les mesures de sécurité. Pas Rex pour ses fausses ventes. Pas Marshall pour son incompétence. Ils t'ont tous rejeté la faute. Je n'aurais pas dû cacher qui j'étais, dit Derek. C'était mal. Oui, c'était mal. Victoria croisa son regard.
Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Et Derek, après 4 jours avec eux, après avoir vu comment ils ont réagi quand ils ont tout perdu, j'ai honte. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui les ai encouragés. Pendant 14 ans, je t'ai demandé de simplement le tolérer, de maintenir la paix, de les laisser te traiter comme des déchets parce qu'ils étaient ma famille. Des larmes coulèrent sur ses joues. Ils ont essayé de nous enlever Cathy. Et j'ai presque. Mon Dieu, Derek, j'ai presque failli les laisser faire. Derek s'approcha d'elle, s'agenouillant à côté de sa chaise. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'aurais pas fait. Je n'en sais rien. J'étais tellement déchirée, tellement confuse. Et puis tu es arrivé avec la preuve que tu subvenais à leurs besoins depuis le début, que tu étais la raison pour laquelle ils avaient quoi que ce soit. Et ils ont quand même. Elle s'effondra en sanglots. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Il la tint pendant qu'elle pleurait, toute la douleur et la tension de 15 années s'écoulant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Finit-elle par demander. Ça dépend de toi, dit doucement Derek. Je pensais ce que j'ai dit. Tu n'as rien fait de mal. Tu gardes ton emploi si tu le souhaites. La maison que nous louons, elle m'appartient. Tu peux y rester. Cathy peut y rester. Je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien, que tu veuilles de moi ou non. Victoria se recula, scrutant son visage. Tu veux de moi. Chaque jour de ma vie, répondit Derek sans hésitation. Mais je ne te forcerai pas à choisir entre moi et ta famille. Plus jamais. Ils ont déjà fait ce choix à ma place. Victoria essuya ses yeux. Maman m'a traité de traîtresse pour t'avoir défendu. Rex a dit que je pensais avec mes hormones plutôt qu'avec mon cerveau. Karen a suggéré de me faire interner pour instabilité mentale. Derek ressentit une nouvelle vague de colère, mais Victoria continua, mon père a essayé de se suicider. Et tu sais ce que disait sa lettre? Que j'avais trahi la famille en t'épousant. Que j'avais tout ruiné. Elle se leva, faisant les 100 pas. Pas qu'il avait échoué. Pas qu'il avait été cruel et arrogant. Que j'avais ruiné les choses en t'aimant. Vic. Je te choisis, dit-elle fermement. Je nous choisis. Je choisis l'homme qui a passé 14 ans à me protéger même quand ça lui a tout coûté. L'homme qui m'a construit un empire secret pour que je n'ai jamais à m'inquiéter de l'argent. L'homme qui fabrique des maisons de poupées en bois à notre fille parce qu'il sait qu'elle les chérira plus que n'importe quoi acheté en magasin. Derek se leva, osant à peine espérer. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Elle se blottit dans ses bras. Mais Derek, plus de secrets. Jamais. Si on veut que ça marche, on doit être des partenaires. De vrais partenaires. Plus de secrets, promit-il. Ils restèrent là, dans leur modeste cuisine, se tenant l'un l'autre pendant que leur monde se réalignait autour d'eux. Plus tard cette nuit-là, Derek était allongé dans son lit à côté de Victoria, tous deux incapables de dormir. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « À mon père, admit-elle. Je devrais le détester pour ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Mais surtout, je me sens juste triste. Il a construit toute son identité autour de cette entreprise, de cette position, et ça n'a jamais vraiment été à lui. Je ne voulais pas le briser. Je sais. Mais Derek, il s'est brisé lui-même. Il a eu toutes les opportunités d'être quelqu'un de bien, un bon grand-père. Il a choisi le complexe de supériorité à la place. Elle se tourna vers lui dans l'obscurité. « Qu'est-ce que tu vas faire pour le domaine ?» Derek y avait réfléchi. « Je vais restructurer le prêt. Un taux d'intérêt plus bas, une durée plus longue. Ils pourront garder la maison s'ils peuvent faire des paiements raisonnables. Même après tout ça, ils restent les grands-parents de Cathy et tes parents. Je ne veux pas être l'homme qui les a mis à la rue. » Derek fit une pause. « Mais je vais poser une condition. » Laquelle? Qu'il te présente des excuses, à toi et à Cathy, et qu'il le pense vraiment. Une vraie responsabilisation, pas juste des mots pour obtenir ce qu'ils veulent. Victoria resta silencieuse un moment. Ils ne le feront pas. Alors ils perdront la maison. Tu es devenu plus dur, fit-elle remarquer. Ces derniers jours, j'ai vu une facette de toi dont j'ignorais l'existence. Je la cachais depuis 15 ans. Le gars qui a bâti une entreprise à partir de rien, qui prenait des décisions difficiles,
qui ne tolérait pas le manque de respect. Je l'ai enterré quand je t'ai rencontré. Derek se tourna vers elle. Je suis fatigué d'être enterré. Bien, dit fermement Victoria. Parce que je suis tombée amoureuse d'un homme à tout faire, mais je me rends compte que j'ai épousé un PDG, et je crois que je pourrais aimer le PDG encore plus. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une nouvelle compréhension entre eux. Fini les rôles, fini les cachettes. Juste deux personnes qui avaient survécu à une épreuve cruelle et qui en étaient ressorties plus fortes. La nouvelle année arriva avec des changements se répercutant à travers Millbrook. Randolph Manufacturing annonça une nouvelle structure de direction sous l'égide du PDG Derek McKenzie, et la ville fut choquée. Le journal local publia un article sur ce propriétaire secret qui avait travaillé parmi les employés ordinaires pendant des années. La plupart des Randolph licenciés s'éparpillèrent. Rex et Whitney déménagèrent en Floride, amers et fauchés. Marshall trouva du travail chez un concurrent, bien qu'à un salaire nettement inférieur. Karen Barnes s'installa chez sa sœur, au chômage et inemployable après que la rumeur se fut répandue concernant les plaintes pour harcèlement ignoré. Théodore et Marian restèrent à Millbrook, vivant dans leur domaine grâce aux prêts restructurés de Derek. Théodore ne s'excusa jamais. Sa fierté ne le lui permettait pas, mais il était ressorti de l'hôpital en homme diminué. Marian appelait Victoria une fois par semaine. Des conversations guindées qui se concentraient sur Cathy et évitaient tout sujet sérieux. L'usine prospéra sous la nouvelle direction. Derek mit en œuvre les améliorations de sécurité, modernisa l'équipement et instaura une participation aux bénéfices pour les employés. La productivité augmenta de 40% au premier trimestre. Un samedi de mars, Derek était dans son atelier, devenu un véritable bureau dans l'usine de fabrication, quand son assistante, Grace, frappa à la porte. « Vous avez des visiteurs, dit-elle. Ils insistent sur le fait qu'ils doivent vous voir. » Derek leva les yeux pour voir Walter Randolph et sa femme Lee. Walter était le frère cadet de Théodore, l'un des 47 qui avaient été licenciés. Mais contrairement aux autres, Walter n'avait jamais été cruel envers Derek. Il avait été silencieux, presque invisible dans la dynamique de la famille Randolph. Walter, Lee. Entrez. Ils entrèrent maladroitement. Walter tenait sa vieille casquette d'uniforme entre ses mains, la tordant nerveusement. Monsieur Mackenzie. Derek. Je voulais. Nous voulions venir dire quelque chose. Derek désigna des chaises. Je vous en prie. Walter s'assit, puis se leva, puis se rassit. J'étais superviseur de la maintenance. J'ai travaillé ici pendant 12 ans. Et je veux juste que vous sachiez que je comprends. Pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait? Derek haussa un sourcil. Ah bon? Mon frère Théodore était un tyran. Il l'a toujours été. Toute notre vie. Il a toujours méprisé les gens, les a fait se sentir petits. Walter croisa le regard de Derek. Je l'ai regardé vous faire ça pendant des années, et j'ai honte de n'avoir jamais rien dit. Lee prit la parole, d'une voix douce. Nous ne sommes pas ici pour demander à récupérer nos emplois. Nous savons que ça n'arrivera pas. Mais nous voulions que vous sachiez que tout le monde dans cette famille n'est pas comme Théodore. Et nous sommes désolés. Sincèrement désolés. Derek les étudia. Que faites-vous maintenant? Travail de maintenance à l'hôpital, dit Walter. C'est un bon travail honnête. Moins bien payé, mais c'est juste. Je ne méritais pas ce que Théodore me payait. Une idée prit forme. Que diriez-vous de revenir? Pas dans la direction. Comme simple agent d'entretien. Même salaire qu'à l'hôpital, mêmes avantages que tout le monde dans l'atelier. Les yeux de Walter s'écarquillèrent. Vous me réembaucheriez? Si vous pouvez suivre les protocoles de sécurité et traiter tout le monde avec respect. Oui, on a besoin de bons agents d'entretien. Derek se pencha en avant. Mais Walter, si vous ressemblez un tant soit peu à votre frère, si vous pensez avoir droit à un traitement de faveur, ne nous faites pas perdre notre temps. Je ne ressemble en rien à Théodore, dit fermement Walter. Je veux juste faire du bon travail et gagner honnêtement ma vie. Derek lui tendit la main. Alors, bon retour. Présentez-vous au nouveau responsable des installations lundi matin. Après leur départ, Grace regarda Derek avec un mélange de surprise et d'approbation. Vous vous ramollissez. Peut-être, admit Derek.
Ou peut-être que j'apprends la différence entre la justice et la vengeance. Ce soir-là, Derek alla chercher Cathy à son cours d'art, une nouvelle activité à laquelle il l'avait inscrite dans l'une des meilleures écoles de Millbrook. Elle s'était épanouie au cours des derniers mois, plus confiante et heureuse sans le poids des attentes de la famille Randolph. « Papa, on peut passer devant la maison de grand-père » demanda-t-elle alors qu'il rentrait chez eux. Derek lui jeta un coup d'œil. « Pourquoi, ma puce ? Je veux voir si les lumières sont allumées pour savoir s'ils vont bien. » La capacité de pardon de sa fille forçait son humilité. Bien sûr. Ils roulèrent à travers Millbrook Heights, passant devant le domaine. Les lumières étaient allumées dans la cuisine. À travers la fenêtre, Derek pouvait voir Théodore et Marian à leur table. Plus petits qu'ils ne l'étaient avant. Dînant seuls au lieu d'être entourés de la famille. Ils ont l'air tristes, observa Cathy. Ils ont fait des choix qui les ont conduits à la tristesse, dit doucement Derek. C'est de leur faute. Mais ce sont toujours mes grands-parents. C'est vrai. Cathy resta silencieuse un moment. Tu crois qu'ils viendront un jour dire qu'ils sont désolés? Je ne sais pas, ma chérie. Certaines personnes ne peuvent pas admettre quand elles ont tort. C'est triste, aussi. Derek s'éloigna du domaine, se dirigeant vers leur modeste maison. Plus si modeste depuis qu'il avait commencé à la rénover, ajoutant la chambre de rêve de Cathy et un atelier pour lui-même. Victoria était là, préparant le dîner. Ils construisaient une vraie vie ensemble, sans mensonge ni faux semblant. Son téléphone vibra. Un texto de Victoria, ta belle-mère a appelé. Veux déjeuner. Juste nous deux. Je devrais y aller. Derek réfléchit, puis répondit, c'est ton choix. Mais si elle est cruelle avec toi, pars. La vie est trop courte pour les gens qui ne peuvent pas faire preuve de simple gentillesse. 3 petits points apparurent. Puis, depuis quand es-tu devenu si sage? Depuis que j'ai arrêté de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Cathy bavardait de son projet d'art pendant qu'il roulait, et Derek l'écoutait d'une oreille pendant que l'autre moitié de son esprit contemplait les mois passés. Il avait réduit en cendres le monde de sa belle famille, exposé des années d'incompétence et de cruauté, et il en avait émergé en étant exactement ce dont il s'était toujours moqué qu'il ne soit pas, quelqu'un qui a réussi, puissant, aux commandes. La vengeance avait été douce. Les lettres de licenciement, les révélations corporatives, la restructuration financière, tout avait été méticuleusement planifié et parfaitement exécuté. Mais la vraie victoire n'était pas dans leur destruction. Elle était dans le rire de Cathy, dans la confiance de Victoria, dans la vie qu'ils construisaient sans le poids du jugement de la famille Randolph. Derek Mackenzie avait passé 14 ans à se faire appeler un raté, un cas social, un homme à tout faire faucher qui ne méritait pas sa femme et sa fille. Il avait enduré cela avec patience et planification. Et à la fin, il avait prouvé que la seule chose qui comptait vraiment était de savoir qui on était quand personne ne regardait, et qui restait à ses côtés quand tout s'effondrait. Il se gara dans son allée, aida Cathy à descendre du camion et entra dans une maison remplie de chaleur, d'amour et de l'odeur de la cuisine de sa femme. La famille Randolph avait perdu tout ce à quoi elle attachait de la valeur, l'argent, le statut, le pouvoir, la supériorité. Derek avait gagné tout ce qui comptait réellement et cela, pensa-t-il alors que Cathy courait serrer sa mère dans ses bras, c'était la plus belle des vengeances. Victoria apparut dans l'encadrement de sa porte, belle et confiante d'une manière qu'elle n'avait jamais été sous l'ombre de sa famille. Elle avait été promue directrice des opérations, un poste qu'elle avait gagné grâce à ses compétences et son dévouement. « Ta mère vient de m'appeler, dit Derek. Je sais. Je le lui ai dit. Victoria entra et s'assit sur son bureau. Ça te va? Si Grace pense qu'elle est qualifiée et qu'elle peut traiter les gens avec respect, je suis prête à essayer. Pour le bien de Cathy. Victoria se pencha et l'embrassa. Est-ce que je t'ai dit dernièrement que je suis fier de toi? 1 ou 2 fois. Eh bien, en voici une de plus. Tu as pris quelque chose de laid et tu l'as transformé en quelque chose de bien. Pas seulement l'entreprise. Nous, notre famille, notre vie. Derek l'attira sur ses genoux. On a fait ça ensemble. Par la fenêtre de son bureau, il pouvait voir l'atelier de production. Des travailleurs qui étaient traités équitablement, bien payés, et à qui on donnait des opportunités de grandir. Une entreprise bâtie sur le respect et le mérite, plutôt que sur les connexions familiales et une fausse supériorité. La famille Randolph avait pensé posséder tout ce qui valait la peine d'être possédé.
Ils avaient eu tort. Derek Mackenzie avait été un homme à tout faire faucher à leurs yeux, un cas social, un boulet pour Victoria. Ils s'étaient moqués de lui, l'avaient rabaissé, avaient essayé de le séparer de sa fille. Mais il avait été patient. Il avait été intelligent. Et le moment venu, il leur avait montré exactement qui il était et exactement ce qu'ils avaient perdu. Les lettres de licenciement n'avaient été que le commencement. La vraie vengeance était de construire quelque chose de meilleur sans eux, prouvant que la gentillesse et la compétence importaient plus que l'arrogance et l'héritage. Certains d'entre eux avaient appris cette leçon, la plupart non. Mais Derek Mackenzie avait gagné dans les deux cas. Il avait protégé sa fille, renforcé son mariage, et bâti un empire selon ses propres termes. Et chaque jour, il allait travailler dans une entreprise qui portait son vrai nom, entouré de gens qui le respectaient pour ce qu'il avait gagné, non pour ce qu'il avait hérité. Il avait fallu 14 ans de patience, des mois de planification, et la volonté de tout brûler lorsqu'ils avaient menacé ce qui comptait le plus. Mais à la fin, l'homme à tout faire faucher leur avait à tous montré exactement qui était le vrai perdant, et ce n'était pas lui. Épilogue. 2 ans plus tard, Derek se tenait dans l'usine de fabrication de Millbrook. Il l'avait rebaptisé, supprimant entièrement le nom Randolph, regardant l'atelier de production bourdonner d'efficacité. L'entreprise avait doublé de taille, s'était étendue à 3 nouvelles gammes de produits, et figurait dans des magazines de l'industrie comme un modèle de fabrication centré sur l'employé. Grace s'approcha avec un dossier. Les rapports trimestriels sont tombés. Nous sommes en hausse de 22%. La satisfaction des employés est de 92%. La plus élevée de l'industrie. Derek sourit. Bien. Assurez-vous que la participation aux bénéfices reflète ça. Le téléphone de son bureau sonna. Il répondit pour entendre la voix de Marian, toujours guindée, mais moins hostile qu'elle ne l'avait été. Derek. Victoria a mentionné que vous embauchiez peut-être pour un poste administratif. Il s'adossa à sa chaise. C'est exact. J'aimerais postuler. Derek resta silencieux un moment. Marian Randolph, ancienne directrice des ressources humaines, demandant à postuler pour un emploi administratif de premier niveau. L'humiliation avait dû lui coûter cher. En avez-vous parlé à votre fille, demanda-t-il. Elle l'a suggéré. Elle a dit que vous seriez peut-être prêt à me donner ma chance. La voix de Marian vacilla légèrement. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais ce que j'ai fait, ce que nous avons tous fait, mais je le demande quand même. Pourquoi devrais-je vous embaucher? Parce que je suis doué dans mon travail quand je ne suis pas aveuglé par l'arrogance. Parce que j'ai appris que traiter les gens avec respect compte plus que l'héritage familial. Et parce que, elle fit une pause, parce que je veux connaître ma petite fille, et la seule façon que ça arrive est de prouver que j'ai changé. Derek pensa à Cathy, qui avait maintenant 12 ans et s'épanouissait. Elle avait posé des questions sur sa grand-mère récemment, se demandant si elle pouvait réessayer. Victoria avait été prudemment ouverte à l'idée. Envoyez-moi votre CV, dit Derek. Vous passerez un entretien avec Grace, pas avec moi. Si elle pense que vous êtes qualifié et que vous pouvez bien travailler avec les autres, nous y réfléchirons. Mais Marian, vous entrez au bas de l'échelle. Aucun traitement de faveur, aucun privilège familial. Vous devez tout mériter. Je comprends. Et si vous manquez de respect à qui que ce soit, absolument qui que ce soit, vous êtes viré. Nous avons une politique de tolérance zéro pour le genre de comportement que vous m'avez montré. Je comprends cela, aussi. La voix de Marian était ferme. Merci de l'envisager. Après qu'elle eut raccroché, Derek resta assis tranquillement un moment. Le pardon n'avait pas fait partie de son plan de vengeance. La justice avait été le but. Leur faire comprendre ce qu'ils avaient perdu, de qui ils s'étaient moqués, ce que leur arrogance leur avait coûté. Mais peut-être, pensa-t-il, y avait-il de la place pour quelque chose au-delà de la justice. Pas pour tous. Théodore était mort il y a 6 mois, amer et impénitent jusqu'à la fin. Rex était quelque part en Floride, reprochant toujours ses échecs à Derek. Marshall avait essayé de poursuivre pour licenciement abusif et avait lamentablement perdu. Mais Marian essayait, au moins. Walter était devenu l'un des travailleurs les plus fiables de l'usine, encadrant les jeunes employés et dirigeant les formations de sécurité. Le changement était possible, même s'il était rare. C'est ici que notre histoire prend fin.
Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous dis à bientôt.